directeur d'école face au drame. Rémi Chal, bonjour. Bonjour. Rémi Chal, vous êtes directeur général d'EdTech France, oui. Et vous êtes anciennement directeur d'INSEC Business School. C'est ça, le programme Grande École. Exactement, j'ai dirigé le programme Grande École et avant j'avais dirigé les masters de l'INSEC à Paris qui était situé rue Alibert. Et vous avez vécu une expérience absolument dramatique. Oui, j'ai vécu une expérience dramatique, alors qui illustre bien aussi ce qu'est le métier de directeur d'école. Parce que c'est un métier avec des facettes multiples et ce qui domine, c'est l'humain. C'est le rapport à l'étudiant, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport au professeur, aux collaborateurs, etc. Souvent, on a fait ce métier pour ça. Et puis, c'est un métier aussi dans lequel il y a beaucoup d'imprévus, par définition, parce qu'on a une journée, on a des rendez-vous, puis on ne sait pas comment cette journée va se passer. Et quand on a 2000 élèves, voilà, on est confronté à des tas de drames humains. Ça, c'est le lot quotidien, j'allais dire, des directeurs d'école. Et puis, il y a les drames qui sont un peu exceptionnels. Et c'est un drame qui m'a touché à double titre, à la fois professionnellement et personnellement, puisque je dirigeais les masters de l'INSEC, qui étaient, et qui sont toujours d'ailleurs, dans le 10e arrondissement, rue Alibert, précisément. Et il se trouve que, c'est le hasard, j'habitais aussi rue Alibert. Voilà, les masters, l'école était au 10, et moi j'habitais au 16. Et au 18, il y a un café qui a réouvert depuis, heureusement, qui s'appelle le Carillon, et qui a été le premier endroit frappé par les attentats terroristes des terrasses du 13 novembre 2015. J'étais chez moi avec un ami, j'avais fini ma journée de travail, puisqu'on était vendredi, il était 21h20. Les derniers cours s'étaient terminés à 20h45, et il y a à peu près 50 mètres entre l'école et le café où les attentats ont eu lieu. Et puis à 21h20, j'ai entendu des bruits, j'ai cru que c'était des pétards, je me suis dit, mais c'est pas le nouvel an chinois, qu'est-ce qui se passe? Et puis je suis allé voir sur le balcon. Et puis là, j'ai vu, alors j'ai pas vu les tirs parce que j'étais sur le même trottoir, mais j'ai vu les impacts de balles, voilà, parce que ça arrosait partout. Et puis j'ai compris qu'il se passait un truc qui était pas du tout normal. Et puis après, il y a le silence. Et puis habituellement, quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, les gens viennent aux fenêtres, regardent. Et puis là, il n'y avait personne aux fenêtres. Donc je me suis dit, ce qui se passe doit être assez terrible. On a pensé d'abord à un règlement de compte. Et puis après, on a compris assez vite que c'était plus grave que ça. Et puis on a entendu d'autres tirs plus loin, puisqu'ils avaient changé de café, etc. Et puis après, au bout d'une demi-heure, on est descendu, on est remonté, parce que moi je ne suis pas médecin urgentiste, donc ma présence était pas nécessaire. Et puis, chose qu'on préfère pas voir, hein, parce qu'après c'est les images qui restent. Et puis on a compris que c'était une situation qui était dramatique, en voyant des corps, etc. Et moi tout de suite, je me suis mis dans l'action. C'est-à-dire que j'habite là, donc mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant des heures, hein, parce que mes amis, ma famille, mes collègues, puisque je travaille là aussi, m'ont appelé. Mais je me suis tout de suite mis dans l'action. La chance était que mon fils n'était pas présent chez moi ce soir. Et je me suis dit, mes élèves sont sortis il y a une demi-heure. Voilà. Il y a une demi-heure, il y avait peut-être 300 élèves qui sortaient. Je sais qu'ils ont l'habitude d'aller au café boire une bière. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc j'ai été immédiatement dans l'action qui a été de rechercher des traces sur les réseaux, d'écrire à tous les élèves, d'annuler les cours. Donc il était 23h et moi j'envoyais des emails à tous les professeurs pour annuler les cours du samedi, pour annuler les cours du lundi, j'écrivais aux collaborateurs, etc. C'est ce qui, d'une certaine manière, m'a sauvé parce que j'ai vraiment agi. J'ai agi dans l'intérêt des autres avant tout et dans l'intérêt de mes étudiants. Bon, par extraordinaire, sur les 15 victimes, aucun n'était au nombre de mes élèves. Donc la communauté, elle a été directement épargnée, si j'ose dire. Mais dès le mardi, dès le retour des étudiants à l'école, là, ça a été une deuxième vague. Alors j'ai souhaité que la vie continue. C'était le message que j'ai voulu envoyer, parce qu'on n'allait pas fermer l'école. Et la vie continue, ça veut dire on continue de venir à l'école. Et donc dès le mardi, les élèves sont revenus, les collaborateurs sont revenus, et là j'ai dû avoir à gérer différentes formes de traumatisme. D'abord celui que je ne soupçonnais pas comme ça, des gens qui travaillent à l'école. Alors, des professeurs qui viennent occasionnellement, et puis des collaborateurs qui venaient tous les jours, pour qui ça a été très dur. Donc on a fait des thérapies, on a fait venir des psychologues. La fameuse cellule de soutien psychologique dont on entend parler à chaque drame, elle est nécessaire, elle est utile, elle est indispensable, parce que les gens ont des tas de choses à dire, à exprimer, à verbaliser, et ce n'est pas toujours ceux qu'on pense les plus costauds qui le sont en réalité. Et puis il y a le retour des étudiants qui sont venus. J'avais peut-être 50% d'étudiants internationaux. Et pour les internationaux, c'est très dur. Vous imaginez une maman mexicaine ou un papa américain qui sait son enfant à Paris, au milieu des attentats. En plus, ce qu'on voyait, c'était dramatique. Et ça se passait là où il allait à l'école. Donc, et on a réussi à créer
une forme de climat, on a rassuré les gens en tout cas, et aucun élève n'est parti. Je pense qu'ils ont dit à leurs parents, t'inquiète pas, je reste, etc. Et ce message de la vie continue, je suis allé le distiller dans chaque salle de classe. C'est-à-dire que pendant une semaine, les cours avaient repris. Et toutes les heures, j'allais parler un quart d'heure aux élèves, quoi. Un quart d'heure aux élèves, un quart d'heure aux élèves. Et ce qui était pas facile à faire, mais ce qui en même temps me donnait un sens aussi à mon métier à ce moment-là. J'avais le sentiment que c'est d'abord ça, ce métier de directeur d'école. Et puis ensuite, je recevais parfois individuellement des élèves dans mon bureau. Et là, j'avais une sorte de typologie des traumatismes. Il y avait celui qui est simplement élève et puis qui était frappé parce que c'est un lieu qu'il connaît. On a tous entendu quelqu'un qui a dit un quart d'heure avant j'y étais. Ben non, c'est là où ils étudiaient, donc si c'était pas un quart d'heure avant, c'était la veille. Voilà, donc il y avait toujours ce traumatisme-là, qui n'est pas évident. Parfois chez d'autres, ça réveillait des choses insoupçonnées, parce que les traumatismes s'endorment et puis après ils se réveillent, hein, si on ne les traite pas sur le moment. On avait aussi des gens qui avaient été frappés 2 fois, parce que je me rappelle d'un élève qui était venu me voir dans mon bureau, un grand gaillard, je lui ai fait même passer l'entretien pour rentrer à l'école, et qui s'est effondré en pleurs. Il était au Stade de France au moment où c'est arrivé, avec son neveu, donc Stade de France, attentat, et il apprend ensuite que c'est arrivé à l'école, et puis le lendemain, ses voisins lui disent pas bonjour parce qu'il est musulman. Donc il y a eu une espèce de double peine, quoi, pour un certain nombre de ces jeunes qui, en plus, pour un certain nombre d'entre eux, ont pu être stigmatisés. C'est pas un sentiment qui a duré longtemps, mais qui, sur le moment, a été pour eux d'une très grande injustice. Voilà, donc j'ai distillé ce message du vivre ensemble, de la vie continue, et la vie a continué, de fait. Alors après, ça n'a pas été simple, parce que pendant 3 mois, le quartier a été une espèce de mausolée, avec évidemment la vitrine baissée, les impacts de balles, le tourisme morbide. Il y avait des gens qui passaient du Carillon au Bataclan, à la Bonne-Bière, etc., qui allaient de site en site prendre des selfies dans les impacts de balles, c'est des choses qu'on voyait. Des journalistes aussi qui étaient prêts à rentrer dans l'immeuble pour interviewer la gardienne, enfin des choses comme ça. C'était assez... Je ne vais pas dire le mot de charognard, parce que ce serait injuste pour un certain nombre d'entre eux, mais en tout cas, il y avait parfois ce sentiment-là. Et puis une odeur âcre de paraffine et de fleurs séchées, parce que, voilà, ça sentait... C'était un cimetière un mois après la Toussaint, quoi, hein, grosso modo. Hein. Les fleurs avaient fané, les bougies étaient rallumées tous les soirs et s'éteignaient. Il y avait cette odeur qui était là dans le quartier. Moi, j'accompagnais mon fils tous les matins, puis on faisait un détour pour ne pas passer exactement devant, quoi. Donc voilà, il y a eu ces 3 mois qui ont été difficiles pour nous tous, pour les étudiants, pour les collaborateurs, etc. Et puis ensuite, le Carillon a réouvert, la vie a repris ses droits. Mais voilà, ça a été une vraie étape qui humainement m'a évidemment marqué. Moi, je peux encore me retourner dans la rue si j'entends un bruit suspect. Je ne me dis pas, il y a un truc qui est tombé, je me dis, il y a un attentat qui est en train de se produire. Tout ça s'estompe, hein, avec le temps, mais on a tous vécu ça. Et ce qu'il faut garder tout ça, c'est qu'on est tous aujourd'hui là, que la vie a repris son cours, qu'aujourd'hui on se souvient encore vaguement du Bataclan et des terrasses, mais on ne sait plus localiser. Moi, quand je dis que j'habite rue Libert ou le Carillon, les gens ne se souviennent plus. Et heureusement qu'on a cette faculté à oublier et à passer à autre chose. Voilà. Donc tout ça pour dire que la vie d'un directeur d'école, c'est aussi ça, c'est aussi traverser des moments comme ça, et c'est accompagner pas simplement des jeunes qui viennent faire des études, mais c'est accompagner toute une communauté de jeunes et de moins jeunes qui fréquentent un établissement. Et moi, j'ai eu le sentiment, d'abord d'avoir appris énormément sur moi-même, sur la nature humaine aussi, à l'occasion de cet exercice, enfin de cet épisode, disons. Et puis j'ai eu le sentiment d'être vraiment, vraiment utile. Et je pense que tous ceux qui ont partagé ce moment avec nous, et à la remise des diplômes l'année d'après, ça a été très émouvant, parce qu'on a diplômé les étudiants qui avaient vécu ça aussi, dont beaucoup étaient avec leurs parents. Et voilà. Et on s'est retrouvés aussi dans une espèce de communion, de dire, voilà, on a vécu ça ensemble, c'est notre truc, c'est pas notre secret, parce que c'est pas de ça dont il est question, mais voilà, on partage ce fardeau-là et on est passé à autre chose. Voilà ce que c'est que la vie d'un directeur d'école. Et ça, on ne l'apprend pas. Non, ça, on ne l'apprend pas. Le management, c'est pas que la recherche de performance, hein, c'est aussi les héros du quotidien. Merci Rémi Chad. Merci Jean-Philippe.